L'éducation au développement durable est plus que jamais essentielle pour former des citoyens informés, critiques et engagés, aptes à faire les bons choix dans un monde devenu complexe et incertain. C'est l'objet de ce 14e épisode du podcast Vocation Auteur, le podcast qui donne la parole à des enseignants-auteurs qui ont choisi de transmettre leur pédagogie à travers nos manuels. Retrouvez chaque mois l'interview d'un auteur qui vous donnera peut-être l'envie d'en être un. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Ramblière, professeur d'histoire-géographie au collège Anne-Franck d'Antony dans l'Académie de Versailles. Mathieu est chargé de mission EDD depuis 2016. Il participe à la formation des référents EDD et accompagne les établissements labellisés E3D. Il crée et suit de nombreux projets à l'échelle de son établissement, mais aussi à l'échelle académique. Et il est l'auteur chez Hachette Éducation du Pass EDD Collège, un outil clé en main qui permet la réalisation d'ateliers et de projets en faveur du développement durable. Écoutons la chanson qu'il a choisie pour introduire ce podcast. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal. Alors, tu as choisi d'introduire ce podcast par la très belle chanson Sound of Silence de Simon and Garfunkel. Pourquoi ce choix ? Alors au-delà du son doux et mélodieux qu'on entend, c'est l'état d'esprit de l'époque des années 60 qui transparaît à travers les paroles où les auteurs, les chanteurs critiquent la société de consommation qui rend superficielle les rapports humains, mais c'est aussi à travers ces paroles une jeunesse qui est porteuse d'espoir. C'est aussi l'époque de la guerre du Vietnam, donc on est dans un esprit très contestataire, et puis c'est les débuts aussi de l'écologie comme mouvement militant. Alors c'était il y a 60 ans et pourtant tout reste encore très d'actualité. Et alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Mathieu ? Quel enfant tu étais ? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours et finalement ce qui a suscité ta vocation d'enseignant ? Pour commencer par l'enfance, en fait, j'ai eu la chance, et je me rends compte davantage aujourd'hui, d'être de façon précoce en contact avec la nature. Donc j'avais des parents qui m'emmenaient, notamment chez mes grands-parents aussi, à peu près tous les week-ends, dans le sud de la Vienne, ce qu'on appellerait aujourd'hui la diagonale du vide, mais qui est un territoire aussi magnifique et sur lequel je parcourais avec les cousins voilà, la nature, les rivières, la chasse aux champignons. Donc c'est vraiment des beaux souvenirs et je pense qu'ils m'ont marqué pour la suite de mes études et puis de ma carrière. En quoi ça t'a marqué ? Mettre les mains dans la terre, être dehors, passer son dimanche vraiment à faire des jeux en contact avec la nature, voilà, aller à la quête des ruisseaux, aller essayer de pêcher des têtards dans les mares ou ce genre de choses. En fait, je pense aujourd'hui que ça a été une chance et ce serait formidable que tous les enfants puissent bénéficier d'une telle éducation finalement, en tout cas une sensibilisation à la nature dès le plus jeune âge. Et alors, est-ce que ça, c'est ce qui a suscité un petit peu ta vocation d'enseignant ? Tu as été d'abord prof d'histoire-géo. Alors, pour l'enseignement, c'est différent. C'est vraiment comme souvent d'ailleurs la rencontre de professeurs qui m'ont marqué, chacune et chacun à leur façon, avec le souvenir aussi que j'ai de ces enseignements où j'étais transporté par leurs cours, leurs anecdotes, voilà, qui me faisaient voyager dans le temps, par l'histoire, dans l'espace, par la géographie. Et puis déjà, j'avais cette curiosité
de l'ailleurs, de la découverte. J'avais aussi en parallèle une passion des cartes et des images satellites, et chose à mon avis peu banale, ma chambre d'ado était tapissée de cartes et d'images satellites. Voilà, j'avais pas les footballeurs, mais j'avais cette envie vraiment d'être connecté à l'ailleurs. Voilà. L'envie du voyage. L'envie du voyage sans trop voyager. Voilà. Mes parents n'étaient pas des grands voyageurs, mais j'avais envie d'explorer le monde qui m'entourait. Oui. D'accord. Et alors, donc du coup, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans des études d'histoire-géographie? Enfin, Vraiment, comme je disais, donc c'était la rencontre de professeurs, mais les professeurs d'histoire-géographie en particulier. C'était un goût pour la matière, oui. pas encore le goût d'enseigner ou de transmettre. Ça, je l'ai presque découvert par la suite. J'étais un élève plutôt discret. Voilà, je buvais les paroles des professeurs, mais ils ne s'en rendaient pas forcément compte aussi. J'étais vraiment intéressé. Je n'étais pas un élève excellent non plus, mais ça m'intéressait. Puis je trouvais que c'était une matière qui transmettait des valeurs aussi. Puis il y avait beaucoup de points communs à travers ces professeurs, beaucoup de bienveillance aussi, et une envie aussi de transmettre la compréhension et de l'histoire et de la géographie et du monde d'aujourd'hui. Ça me plaisait beaucoup, et j'étais je me posais pas beaucoup de questions sur mon orientation. Je me suis dit, bon, cette matière, elle me plaît, donc on va continuer là-dedans après le lycée. Donc, logiquement, j'ai été à l'université de Poitiers en géographie, en faisant aussi des cours d'histoire. Et là, je fais une autre découverte. Alors, la géographie me plaît, mais un type de géographie me plaît en particulier. Ça va être la géographie urbaine, l'urbanisme aussi, l'art de faire la ville. Et ça, je me prends. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'urbanisme? L'art de concevoir la ville, la ville dans tous ses états, la complexité sociale, économique, les formes aussi urbaines, l'architecture. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu. Je venais plutôt de la campagne, en tout cas du périurbain, la région de Poitiers. Puis les villes, finalement, c'est un objet qui me fascinait, vraiment. Et j'ai voulu prolonger les études là-dedans. Et puis je me suis embarqué dans une maîtrise à l'époque en géographie urbaine, donc à l'Université du Québec à Montréal. À Montréal, aussi. oui. Et l'objectif, c'était vraiment de me plonger dans une métropole nord-américaine et la comprendre. Tu es chargé de mission EDD depuis 2016. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette mission? Oui. Alors, ça, c'est venu de mes premières années d'enseignement, en vérité. Au départ, à un moment donné, j'hésitais entre être urbaniste et professeur d'histoire-géographie. J'ai eu un master d'urbanisme, et puis finalement, très vite, après avoir exercé quelques mois dans une agence d'urbanisme, ça m'avait beaucoup plu. On était sur les transports écologiques, à Montréal en particulier, et ça m'avait beaucoup plu, mais bon, pour toutes sortes de raisons, j'en suis revenu à ma première vocation, on va dire. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai voulu aussi lier ma passion de l'urbanisme et l'intérêt pour la ville, et j'avais développé des projets pédagogiques avec les élèves pour faire en sorte de les mettre en action. J'avais imaginé une classe ville durable où les élèves étaient par petits groupes. Chaque petit groupe ou chaque équipe était une agence d'urbanisme et devait concevoir un quartier, enfin en particulier un écoquartier. Et là, on a été en contact avec des professionnels, des urbanistes, des architectes aussi qui nous ont accompagnés dans ce projet, des gens du métier, jusqu'à la création de maquettes avec une présentation au public. Et c'était vraiment sur une parcelle de la ville, devant les élus, devant le maire, etc. C'était des classes de collège? Alors, on était en classe de 5e. Et en 5e, on peut aller très loin avec les élèves. Vraiment dans l'analyse du territoire, dans la créativité aussi. Donc, ça avait été une année absolument passionnante et très riche. Et je rencontre encore certains de ces élèves qui, pour certains, cette année avait été décisive. Certains sont devenus géomètres, d'autres ont été dans la planification urbaine. Donc c'est quelque chose qui les a marqués. Et moi aussi, ça m'avait marqué. Donc je l'ai refait l'année d'après, et puis cette année encore. Finalement, dans un autre collège et dans un autre contexte, on refait à nouveau ce projet. Donc j'avais voulu lier évidemment cette passion de la géographie appliquée, l'urbanisme, et puis l'enseignement, et ça a très bien fonctionné.
Et pour en revenir au chargé à ma mission actuelle, en vérité, donc c'est ce projet qui m'a permis d'être, entre guillemets, détecté par l'Académie pour être chargé de mission. Et donc ça consiste, effectivement, comme tu as pu le dire en introduction, à accompagner des établissements qui s'engagent dans des démarches de développement durable, qu'on appelle des démarches E3D. D'accord. Tout type d'établissement? Alors c'est tout type d'établissement, de la maternelle au lycée, voilà, primaire, secondaire. Et l'objectif, c'est que l'établissement s'engage dans une démarche qui puisse lui permettre de réduire son impact sur l'environnement en termes de mobilité, d'économie d'énergie, etc., de sensibilisation aussi. Et évidemment, les élèves, ils ont un rôle très important. Alors, on parle beaucoup du groupe des éco-délégués, mais en vérité, c'est tous les élèves de l'établissement qui vont être impliqués dans cette démarche, qui vont apprendre aussi, qui vont comprendre et qui vont agir à travers des actions. Quelles actions, par exemple? Alors, les actions, elles sont multiformes, comme peut l'être le développement durable. Ça peut être des actions sur l'égalité filles-garçons, sur évidemment les économies d'énergie, la lutte contre le réchauffement climatique, enfin peu importe. On est dans le cadre de l'ONU, des 17 objectifs de développement durable, et les élèves réfléchissent à des actions, les mettre en œuvre. Donc ça peut être par exemple lutter contre le gâchis alimentaire, ça peut être mettre en place un plan de mobilité durable pour venir au collège en utilisant le moins possible les véhicules thermiques. Ça peut être la création de jardins potagers, jardins pédagogiques aussi, ça peut être végétaliser la cour. Bref, une multitude d'actions, mais tout ça dans un cadre cohérent qu'on appelle une démarche 3D, qui est pilotée. Il y a un comité de pilotage et les élèves sont acteurs à toutes les étapes, le diagnostic, l'action, jusqu'à l'évaluation même des actions. Ça leur plaît aux élèves? Alors, on a des élèves dans tous les établissements qui vont être très engagés, qui sont très demandeurs même de ce type d'action. Donc pour ce groupe-là, c'est un groupe moteur. Après, le défi, ça va être d'engager les autres élèves, donc les sensibiliser, et puis comment faire en sorte que dans les enseignements aussi, on puisse engager les élèves, les sensibiliser. Donc là, c'est une deuxième étape qui est peut-être la plus compliquée. La plus compliquée. Alors comment tu t'y prends ou qu'est-ce que tu conseilles aux enseignants? C'est un travail d'équipe. D'accord. Il y a un travail de sensibilisation des adultes aussi, de toute la communauté éducative, qui n'est pas forcément toujours convaincue. Et on est sur d'autres objectifs aussi dans l'éducation nationale, qui sont tout aussi importants. Mais l'objectif, c'est aussi de faire comprendre qu'une démarche de développement durable, en fait, ça englobe l'ensemble des politiques d'un établissement. Parce que le développement durable, fondamentalement, c'est quoi? C'est comment bien vivre aujourd'hui et demain, en respectant l'environnement. Mais là-dedans, on y met toutes les politiques. C'est comment bien vivre au collège. Quand on est dans la lutte contre le harcèlement aussi, c'est bien vivre. Quand on met en place toutes sortes de clubs aussi au collège, c'est bien vivre. C'est de faire en sorte qu'on vienne dans l'établissement de façon épanouie. Et puis quand on va végétaliser la cour, quand on va penser la cour pour faire en sorte de favoriser aussi des usages, d'autres usages que ceux qu'on peut voir jusqu'à présent, susciter la discussion et puis susciter la compréhension peut-être des espèces végétales qu'on va planter, etc. Bon, là aussi, ça participe du bien-être des élèves dans l'établissement. Donc, faut penser aussi le développement durable comme une politique globale d'établissement qui permet vraiment d'englober et de faire en sorte que toutes les politiques soient en harmonie. Donc, on peut convaincre de cette façon-là. Et puis, il faut que toute la communauté, les parents d'élèves, les adultes, les professeurs aussi, les élèves évidemment, soient convaincus par ce type d'action et participent à leur réalisation. Oui. Alors, est-ce que tu as justement des exemples de réalisation, d'action ou de pratique, toi? Comment tu fais dans ta classe? Alors, ça peut être des projets interdisciplinaires avec plusieurs professeurs aussi. Comme quoi, par exemple? Je peux prendre l'exemple donc, du projet qu'on mène cette année, où il s'agit pour les élèves de réfléchir de comprendre des projets urbains qui ont lieu sur leur territoire.
Donc moi j'habite à Antony, il y a un projet, il y a la Bièvre qui coule à Antony, mais on ne la voit pas la Bièvre, elle est canalisée. Et il y a un projet de réouverture de la Bièvre, dans un des parcs publics de la ville. Et là, on se met en contact avec les aménageurs, les décideurs. Il y a en particulier une chargée de mission aussi qui vient dans la classe, qui explique le projet, on va sur place et les élèves essayent de comprendre cela. Il y a un autre projet, et là pour le coup, qui parle aux élèves. Il y a une avenue qui s'appelle l'avenue Pajot qui borde le collège et qui va être totalement refaite. C'est une départementale et le conseil départemental a associé une de mes classes à ce projet et à la réflexion du projet. Donc quelle solution trouver pour faire en sorte qu'aujourd'hui les axes en ville répondent aux mobilités. L'objectif, c'est vraiment que les élèves soient en contact avec leur espace vécu, puissent comprendre comment leur ville change, mais à leur échelle aussi. Oui, localement. Et localement. Et s'ils comprennent ça, s'ils sont en contact avec les acteurs, nous, après, on peut évidemment dérouler le cours. Là, c'est une classe de 5e, donc le programme de 5e en géographie, même en sciences et vie de la Terre, il traite de ces problématiques-là. L'eau, le réchauffement climatique, etc. Donc l'objectif du prof, c'est un petit peu de planifier ce projet pédagogique à l'année, de faire en sorte qu'on puisse faire cours en contact avec ce projet et que les élèves puissent faire le lien entre les apports théoriques et puis ce qu'ils vont découvrir de façon très concrète à travers les projets. Et ça, souvent, c'est gagnant pour les élèves. Ils comprennent beaucoup de choses. Donc, pas la peine parfois d'aller trop loin pour être dans la découverte. Souvent, ils vont découvrir beaucoup de choses près de chez eux, qui étaient au pied de leur immeuble. Au pied de leur immeuble. Exactement. Et du coup, à travers tout ça, quelles sont les valeurs que toi, Mathieu, tu souhaites transmettre aux élèves ? Les valeurs, d'abord, en tout cas, je vais susciter chez eux la curiosité. D'abord la curiosité, oui. Ça a été un moteur pour moi. Depuis que je suis tout petit, la curiosité amène à des grandes réalisations, souvent en tout cas. Leur donner évidemment les clés de compréhension afin qu'ils puissent faire les bons choix par la suite. Ça, je dirais que c'est presque la définition de l'enseignement. Voilà, faire les bons choix en citoyen éclairé. Pour ce qui concerne l'écologie, mais aussi la réalité sociale. Souvent, évidemment, c'est lié tout ça. Et l'histoire-géographie, c'est évidemment une des matières qui s'y prête. On a la chance, à travers la géographie, l'éducation morale et civique, l'histoire, de brasser beaucoup de choses, beaucoup de thématiques aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Surtout, moi, j'enseigne à des enfants qui sont issus pour la plupart de milieux populaires. Et c'est important que les enseignants leur ouvrent le champ des possibles. Par les découvertes, les rencontres, les sorties. C'est important qu'on ait ce rôle d'élargir leurs horizons et puis leur donner confiance aussi. Absolument, leur dire c'est possible, c'est à votre portée. Et c'est pour ça que j'essaye d'amener des professionnels dans la classe aussi. Et à chaque fois, je leur demande à ces professionnels de présenter leur parcours aussi, leur parcours d'études, et puis ensuite leur mission dans le cadre de leur métier. Ça rend quelque chose de très concret. Oui, c'est plus vivant, c'est concret. Oui, et puis ça peut éventuellement susciter des vocations, mais en tout cas, c'est important. Si nous, on ne le fait pas, ça va être peut-être plus compliqué pour eux d'aller à la découverte de ces métiers, de la réalité. Oui, c'est ça. Okay. Et alors, donc, tu es l'auteur chez Hachette de Mon Pass EDD Collège, qui est paru aux éditions Hachette. Dans quel esprit, toi et tes co-auteurs avez conçu ce pass ? Alors, quand Hachette m'a contacté en me présentant le projet, moi j'ai tout de suite été séduit. Il s'agissait en vérité de créer un cahier qui puisse accompagner les élèves, mais aussi les enseignants dans l'élaboration de projets d'éducation développement durable. Et ça résonnait évidemment dans ma propre pratique. Je savais que cela évidemment répondait à un besoin, c'était celui d'accompagner justement les élèves motivés, engagés dans les établissements. Il y en a toujours, des élèves engagés, pour qu'ils puissent se mettre en action. Mais ça n'a rien d'évident
en vérité d'accompagner ces élèves-là. J'imagine. Il y a, alors, les académies proposent de plus en plus de formations pour former en particulier des enseignants, ou en tout cas, enfin, peu importe, ça peut être des enseignants, mais ça peut être d'autres personnels de l'établissement qui se sentent investis dans cette cause, on va dire, de l'éducation au développement durable, mais qui ne savent pas forcément sur quels outils s'appuyer, sur quelle méthodologie aussi s'appuyer pour les mettre en action. Il manquait sans doute de ressources. Il y avait des ressources ici ou là qu'on pouvait trouver, mais l'idée de tout rassembler dans un cahier, dans un seul cahier avec une démarche cohérente, ça s'était jamais fait en vérité. Donc on était sur quelque chose de nouveau et ce projet m'a beaucoup plu, tout comme les autres auteurs aussi qui ont participé, qui ont collaboré, qui sont des professeurs experts aussi dans leur pratique de l'éducation au développement durable, qui sont des formateurs aussi, et avec l'équipe d'auteurs. Donc on était 5, on a réfléchi à l'architecture d'un cahier qui puisse être d'une prise en main très facile et qui puisse les accompagner donc à l'année. Voilà, donc avec différentes parties, on voulait absolument commencer par faire en sorte que l'élève réfléchisse lui-même déjà, avant même de commencer à penser à des actions, qu'il puisse réfléchir lui à ses propres valeurs, ses propres angoisses aussi par rapport à l'écologie. On parle beaucoup d'éco-anxiété, c'est une vérité, c'est une réalité, et en particulier chez les jeunes, qui se posent beaucoup de questions, qui n'ont pas forcément les clés de compréhension. Surtout ce qui les angoisse, c'est qu'ils voient aussi que les adultes n'ont pas forcément la compréhension des enjeux ni nécessairement les solutions, alors qu'avant, en tout cas, même ma génération, on pensait qu'on était dans une société, enfin, on voyait bien les difficultés, mais on n'avait pas l'impression que le monde était malgré tout en train de s'écrouler. Là, on est sur une génération où, voilà, quand ils regardent le journal, il y a toujours forcément un reportage, une catastrophe, etc., et toujours le lien avec le réchauffement climatique, et ça, c'est quelque chose qui les angoisse. Donc on voulait commencer par une première partie qui puisse les faire parler, les faire réfléchir en tout cas, et les faire débattre. Et puis dans une deuxième partie, là, cette fois-ci, elle est davantage sur la compréhension de phénomènes complexes. Donc on a divisé en 8 thématiques, que ce soit les mobilités, que ce soit l'égalité, filles-garçons, la solidarité, etc. Donc différents thèmes qui brassent quand même assez large, avec des apports de vidéos scientifiques aussi, des exercices ludiques. On voulait faire en sorte aussi que ce cahier il soit quelque part positif. Voilà. On ne voulait pas plomber l'ambiance, au contraire, on veut que ces jeunes puissent se mettre en action et puissent avoir confiance dans leur action, mais qu'ils puissent comprendre aussi pourquoi se mettre en action. Ça, c'était très important aussi, qu'il y ait une sorte de cadrage scientifique à travers des exercices assez ludiques et puis quelques vidéos de 2-3 minutes très courtes, mais qui permettent de placer quand même le contexte. Et puis dans une troisième partie, là c'est la mise en action. Donc c'est une sorte de carnet de bord, mais à la fois c'est une méthodologie de la démarche de projet, le diagnostic, l'action, un carnet de bord où ils peuvent écrire les différentes étapes de leur projet. Et puis la dernière partie, c'est simplement des outils de méthode. Comment communiquer sur son projet, comment mener un diagnostic, etc. Donc ça rassure les élèves, mais ça rassure aussi les enseignants, exactement, qui vont prendre en charge ces groupes. Et quelque part, il n'y a plus qu'à suivre la méthode. Et ça peut être utilisé à la fois pour le groupe des éco-délégués, qui normalement est un groupe qui vit dans chacun des collèges et des lycées. Mais ça peut être un outil qui peut être utilisé dans un projet de classe à l'année. Tout à fait. Et donc, tu as choisi une citation pour finir ce podcast. Quelle citation est-ce que tu peux nous dire ? Alors, peut-être toujours dans le thème de l'invitation au voyage, et moi je trouve que l'éducation au développement durable c'est aussi une invitation au voyage. Et un des auteurs emblématiques, justement un peu pionnier de l'écriture du voyage, donc c'est Robert Louis Stevenson, qui avait écrit notamment Voyage avec un âne dans les Cévennes, en plus de l'île au trésor.
Et lui disait que dans son ouvrage, l'air du dehors guérit. Guéri. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'il veut dire? C'est une citation que j'ai toujours eue en tête. Mhm. C'est une vraie invitation à aller voir ailleurs, s'ouvrir à d'autres horizons. En tout cas, se libérer peut-être d'un horizon qui peut parfois être trop resserré. Donc pour une jeunesse qui aujourd'hui voilà, est très liée aux écrans, Très enfermé. très Mhm. enfermée peut-être aussi, et qui ne va pas suffisamment dehors aussi. Hein. On assiste à des syndromes d'enfermement, ou en tout cas une déconnexion de la réalité. On parle d'une jeunesse hors sol aussi. Et pourtant, le dehors, une balade, pas la peine d'aller très loin, peut complètement changer parfois l'état d'esprit. Oui. Voilà, quand j'emmène parfois une classe en forêt, je suis face à des élèves, c'est comme si on les amenait à l'autre bout de la terre. C'est une vraie découverte, et on voit même dans leur visage une vraie excitation, parce qu'il y a quand même, je pense que c'est en nous, quelque part, ce lien avec la nature qui se déconnecte. Et je pense que l'éducation au développement durable doit commencer par là, dès le départ, par une connexion à la nature. Et aujourd'hui, voilà, on a des chercheurs qui travaillent justement là-dessus. Tout à fait. Et qui le disent, que cette déconnexion à la nature est en train de faire des ravages. Voilà. Donc ton conseil, ce serait quoi ton conseil finalement? Le conseil, c'est que l'air du dehors guérit. Et donc, c'est ça mon conseil. Emmenez vos élèves, emmenez vos enfants. Dès le plus jeune âge, emmenez vos enfants, allez dehors, et puis à partir de là, débute la compréhension de la nature, et puis la volonté par la suite de vouloir peut-être la protéger, d'agir, de vouloir comprendre aussi tous ces phénomènes complexes qui nous tombent dessus, dont nous sommes responsables. Encore faut-il comprendre c'est quoi notre responsabilité pour mieux agir dessus. Donc c'est l'éducation développement durable, c'est une éducation qui est linéaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de matière éducation développement durable. Ça peut pas peut pas être une matière en vérité. C'est partagé par toutes les disciplines. C'est transversal. C'est transversal, et il faut commencer dès la maternelle, et on a vraiment des enseignants qui sont très motivés par cela. On a le mouvement aussi, plus qu'un mouvement, hein, de la classe dehors. Voilà, qui est on a pris, publié des livres sur le sujet. Oui, tout à fait. Puis là, vraiment, on voit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui prennent en charge la classe dehors, qui enseignent dehors, qui ont compris qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses dehors, quel que soit le temps. On peut emmener les élèves, et puis tout peut être support à la compréhension, les mathématiques, peu importe, la littérature, etc. Là, en ce moment, dans mon collège, on est en train de mettre en place une aire éducative. Donc, c'est un petit espace protégé en dehors du collège, donc un petit espace naturel, mais qui est géré par les élèves, comme un petit parc naturel aussi. Et nous, on est avec des élèves qui ne sont pas en contact avec cette nature, ou très peu en tout cas. Et pourtant, au pied de leur immeuble, il y avait une petite réserve naturelle qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait un espace ici, et depuis 2 ans, on a ouvert pour ces élèves les portes d'un monde qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait notamment un observatoire pour observer les oiseaux. Pourtant, on est au cœur de la ville. Hein. On a une réserve ornithologique qui est très peu connue parce qu'elle est fermée par une palissade. Et pourtant, il y avait un accès un peu secret sur un observatoire, sur pilotis. Et quand on emmène les élèves là-dedans, c'est absolument magique ce qui se passe. Ils prennent les jumelles, ils voient des espèces qu'on ne peut voir que là. Et là, ils découvrent un monde totalement fascinant. Et c'est la réalité. Voilà. Et là, on sait qu'on suscite quelque chose. Voilà. Bien sûr. Donc on sème une graine, hein, comme on peut dire, et on peut penser que ce goût, en tout cas de la nature, il est peut-être le déclencheur d'autre chose. Ça peut être une vocation par la suite, ou ça peut être tout simplement, en tout cas, dans son comportement au quotidien, faire en sorte qu'on va faire un certain nombre on va faire attention à ces gestes. C'est ça. Bon, eh bien, merci Mathieu, vraiment, pour ton enthousiasme et puis pour tous tes conseils précieux. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping
left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.